Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Transition TV, ici Gentiane, des programmes en fait pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Je suis en compagnie de Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alors je suis ravie, je viens de vivre une expérience absolument unique et exceptionnelle et Alain est là pour nous en parler, je l'ai faite avec lui. Donc j'ai fait mon premier vol en montgolfière en ta compagnie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, ce qu'est la montgolfière pour toi? Alors, avant toute chose, la montgolfière, c'est un pied de nez au temps actuel, où aujourd'hui il faut tout programmer, il faut tout savoir sur tout ce qu'on fait. Il faut avoir une réponse dans l'immédiateté. La montgolfière, c'est un appareil extraordinaire dans le sens où on part de quelque part et on ne sait pas où on va. Voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas chez qui on va aller se poser, puisqu'on ne peut pas décider de l'orientation de notre trajectoire. C'est le vent qui va décider. Donc ça nous oblige à vivre l'instant présent, à regarder les choses et à s'adapter. Excellent. Qu'est-ce qui t'a amené à la montgolfière ? Disons que pour moi, la montgolfière a été une des suites dans mon cursus aéronautique, puisque j'ai piloté un peu tous les aéronefs. Et celui-ci, quelque part, je ne le sentais pas trop comme étant quelque chose qui vole. Et puis je me disais, c'est tranquille, on verra plus tard. Et j'ai découvert cet appareil il y a 20 ans déjà. Et je suis fasciné parce que justement, c'est dans tout ce qui vole, si on peut parler de vol pour la montgolfière, c'est l'outil le plus fin à piloter, puisque justement, on ne le dirige pas. Est-ce que tu peux dire un peu plus précisément ce que le phénomène de on ne dirige pas la montgolfière? Ça marche comment techniquement en fait? Techniquement, c'est très simple. C'est une bulle d'air qu'on met dans une enveloppe. Et ensuite, on va jouer avec le différentiel de température entre l'air qui est dans l'enveloppe et l'air environnant. Voilà. Donc, c'est une loi physique. L'air chaud monte. Donc, une fois qu'il va avoir ce volume d'air, une fois qu'il aura suffisamment de force, il va pouvoir soulever le poids qui est dessous, en l'occurrence nous. Et donc, on va monter, descendre. Voilà, c'est tout. C'est une bulle, donc en fait il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de profondeur, ce sont des termes aéronautiques, mais ce sont les termes qui nous font nous diriger quand on a un avion par exemple. Et donc cette bulle-là, celle qu'on a utilisée ce matin, qui pour amener 6 personnes, fait déjà 4000 mètres cubes. 4000 mètres cubes, c'est 25 mètres de haut et à peu près autant de diamètre. Donc c'est un immeuble de 8 étages, quoi, verticalement. Donc le ballon, ça s'appelle la bulle. En fait. Voilà, alors ce que j'appelle cette bulle, on appelle ça le ballon. Et donc il faut imaginer simplement que pour pouvoir pousser cette machine à droite ou à gauche, il faudrait résister sur un plan de coupe à une toile de spi de 750 mètres carrés pour ceux qui font de la voile. Donc c'est juste impossible. Donc c'est le vent qui nous pousse. Voilà, il n'y a aucun moyen de se dire tiens, je pourrais aller à droite ou à gauche. Voilà. Donc comme tu nous l'expliquais, en fait tu gères la verticalité et c'est tout. Et c'est tout. Okay. Et le vent fait la suite. Alors il faut savoir que le vent, ce que le commun des mortels appelle le vent, j'observe du vent, mais quand je suis 50 mètres au-dessus, je n'ai pas forcément le même vent, ni la même force, ni la même orientation. Donc en jouant sur différents niveaux comme ça, je peux aller à droite, à gauche. Parfois, je vais toujours dans le même sens. Je peux même faire demi-tour parfois. Et donc, si je vais jouer, une fois que j'ai sondé un peu cette masse d'air sur une certaine hauteur, je vais essayer de jongler un peu avec. Bon, avec une analyse préalable au vol quand même, qui va dicter le choix du terrain de départ pour qu'on puisse raisonner, non pas d'où je pars, mais où est-ce que je vais. En tout cas, un secteur d'évolution. Alors raconte comment vous êtes organisé, parce que c'est quand même quelque chose de décoller sans savoir où on va atterrir, parce qu'après il y a une voiture qui nous amène donc au lieu où on va décoller, et après il faut qu'on revienne, et la voiture elle ne sait pas non plus où on va atterrir. Voilà. C'est le jeu du chat et de la souris en fait, on est toujours en binôme quand on fait du ballon. Un vole et l'autre est puni, il est dans la voiture, voilà. Et le jeu c'est qu'il nous retrouve. Alors, c'est une version, on va dire, légère. On est en radio avec le conducteur de notre voiture et on essaie de l'orienter pour qu'il puisse nous suivre et être, si possible, sur le terrain quand on arrive, ça serait bien. Voilà. Okay. Raconte-nous un petit peu ton parcours avec différents vols. Est-ce que tu as des anecdotes, des souvenirs un peu marquants de ce que tu as vécu en volant en montgolfière ?
Des souvenirs, ça fait 40 ans que je vole, donc j'en ai plein. J'en ai plein un peu partout dans le monde. Voilà quoi. Ce que tu retiens de plus fort de toute cette expérience de vol en montgolfière? C'est vraiment difficile à dire parce que tout change tous les jours en fait. Donc j'ai pas de. Bon, moi je suis plus attaché aux rencontres qu'aux paysages. Hein. Et dans tout ce que j'ai fait dans le vol, ça a été mon plaisir. Donc se dire, voilà, survoler des champs de lavande, c'est très joli, survoler des montagnes, c'est très joli, on fait parfois des vols ici en montagne, mais voilà, la beauté d'un vol, c'est pas que l'image, c'est pas que l'image, hein, voilà. Dans les vols majestueux qu'on peut faire ici, c'est les plus beaux qu'on fait un peu pour nous, hein, un égoïste en hiver, où on traverse des massifs de montagnes enneigées. Donc là, on part pour traverser ou le massif des Écrins, où on part vers l'Italie, voilà. Okay. Voilà. Donc ça sont des paysages quand même exceptionnels. Un décollage qui va... Oui. Un avion qui part. Un avion qui part. Voilà. Et donc du coup, au niveau des rencontres justement que tu fais dans le cadre de ces vols, donc tu emmènes les gens, souvent j'imagine c'est le premier vol ou ils en ont peut-être déjà fait, mais quel est dans ces rencontres justement ce que tu peux observer en termes de qu'est-ce que les gens vivent à bord en fait, qu'est-ce qui les traverse, est-ce que tu as des choses à partager? C'est tout à fait personnel. Il y a des gens qui viennent voler, il ne faut pas se le cacher, ils viennent cocher une case, j'ai volé. Ouais. Et puis il y a ceux qui viennent très souvent dans le ballon, d'ailleurs c'est le cas, c'est l'aboutissement d'un rêve. Le ballon, pour beaucoup de monde, c'est l'aboutissement de rêve. Alors peut-être ça date des lectures de Jules Verne ou autres, hein. On rêve avec la montgolfière. Et autant toute la technique dans le monde de l'air peut évoluer, dans tous les appareils, autant montgolfière c'est resté quasiment comme c'est l'était en 1783, je crois, quand le premier ballon a décollé. Ouais. C'est toujours la même chose. Une bulle d'air, on la chauffe, elle monte, on la chauffe plus, elle descend. Voilà. Ça c'est unique. C'est unique. Est-ce que du coup la montgolfière a toujours fonctionné au gaz, en fait, ou pas forcément? Alors, une montgolfière ne fonctionne pas. Alors, il y a deux choses différentes. Pour faire la flamme, en tout cas. Voilà. Une montgolfière, c'est un ballon à air chaud. Oui. Donc c'est de l'air qu'on met dans l'enveloppe et qu'on va chauffer avec un gaz, le propane, qu'on utilise. Voilà. Ça, c'est une montgolfière. Mais le cliché que l'on a, c'est la nacelle avec les sacs de sable autour. Ah oui, exact. Voilà. Mais ça, c'est plus de la montgolfière. C'est un ballon à gaz. C'est-à-dire qu'on ne met pas de l'air dans l'enveloppe. Dans ce ballon-là, c'est une enveloppe étanche dans laquelle on va mettre un gaz plus léger que l'air, hydrogène ou hélium. Et donc, comme on ne peut pas chauffer ce gaz-là, pour monter ou descendre, on va utiliser notre artifice. Soit j'ouvre ma vanne de mon ballon et je libère du gaz, auquel cas je descends. Oui. Soit je jette un peu de mon lest, du sable, avec une petite pelle, donc je me déleste et là je monte. La différence fondamentale de l'un à l'autre, c'est que quand tu fais du ballon à gaz, on va dire que tu peux avoir à peu près 2 jours d'autonomie. Oui. Une montgolfière, tu as 2 heures. Ah, voilà, okay. C'est tout. On va attendre que ça... Il y a des vols dans tous les sens. Ici, oui. Ici, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous dire où on est, justement? Alors, on est à Gaptalar, ici, dans les Hautes-Alpes. Hein. C'est un lieu magique, hein, sur lequel moi j'ai posé mes valises il y a 25 ans. Okay. Parce que c'est, à mon sens, hein, le seul endroit au monde où il y a tout ce qui vole réuni en un même lieu. Ah oui. Il y a un autre endroit aux États-Unis, à ma connaissance, mais non seulement ici, tout le monde se côtoie en harmonie, mais en plus, on a une capacité à voler. J'ai tenu des statistiques pendant 7-8 ans. On vole 320 à 330 jours par an ici. Voilà. Au niveau des conditions qui sont bonnes, favorables. Voilà. On a le climat méditerranéen, sans l'inconvénient de la proximité de la mer qui amène de l'humidité, et sans les vents, Mistral ou vent d'Est, qui ici on est abrité par les montagnes. Donc c'est un lieu magique. Excellent. Donc toi tu dis que tu as volé avec plusieurs engins, plusieurs possibilités. Oui. Qu'est-ce qui fait pour toi le côté unique de la montgolfière? Eh bien,
le plaisir de cet appareil, c'est que d'une part, on peut amener plus de monde, donc on partage davantage. Et l'autre, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas l'habitude qui va intervenir. Dans tous les domaines, l'habitude est un danger, particulièrement dans le monde de l'air, où on le sait, les accidents de voitures se produisent sur les trajets quotidiens et habituels. Et en montgolfière, dans le monde de l'air, l'habitude fait qu'on somnole un peu au bout d'un moment. L'intérêt de la montgolfière, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on ne dirige pas. Donc on est en éveil permanent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de différent par rapport aux autres aéronefs. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce vol, ça a été la douceur dans laquelle on a pu se sentir en fait dans ce vol, comme si on planait, comme si on flottait, mais dans une douceur incroyable, que ce soit du décollage à l'atterrissage. Bon, l'atterrissage est un peu plus secoué, mais au niveau quand on se pose. Mais sinon, cette douceur dans le vol, c'est assez incroyable. Il y a ça aussi pour d'autres engins ou pas ? Non, je crois que là, justement, dans tout ce qui est aérien, la montgolfière est un peu à part parce qu'on ne vole pas, on flotte dans l'air. C'est ça. Voilà. C'est le seul appareil qui ne vole pas. Tous les autres appareils qui sont dans l'air ont des profils aérodynamiques et volent. Là, on flotte. Et c'est plus proche, ce que tu disais, de flotter dans l'air que de voler. C'est ça. Donc, s'il y a quelque chose qui s'apparente à ça, c'est la plongée. La plongée, on est dans le même état. La pesanteur, ça se rapproche un peu? Alors, on n'est pas dans la pesanteur, non. qui est un terme un peu compliqué, un peu différent, pardon. Mais on est dans le même esprit que la plongée. On est dans la contemplation permanente, une forme on va dire, de zénitude qui se dégage en permanence. Ouais. Ah oui, ça a inspiré l'état méditatif et puis vraiment c'est vrai qu'on traverse comme ça le paysage avec un silence aussi. Oui. À part quand on lance une flamme, mais sinon c'est dans un silence absolu. C'est ça. Donc c'est très particulier. Dans le monde de l'air, c'est vraiment une sensation à part. Et puis, c'est dû au fait que comme on ne se déplace pas dans l'air, tous les autres appareils se déplacent dans l'air. Là, on se déplace avec l'air. C'est fondamentalement différent, c'est-à-dire, tu l'as vu, on n'a jamais de sensation vitesse sur le visage. Exact. Et là, on est au sol, on ressent un peu d'air. Ça, on ne l'a même pas en vol. Parce qu'on est en déplacement toujours à la même vitesse que le vent. Donc notre sensation, c'est d'être toujours immobile. La sensation, si j'élude le sol, et que je vole à 2 ou à 50 à l'heure, cette sensation sera toujours la même. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci, parce que j'imagine que tu as fait voler de nombreuses personnes. Oui, j'ai fait voler quelques dizaines de milliers de personnes. En tout cas, c'est magique. Moi, je vous invite vraiment, si ça vous inspire, si ça vous appelle, je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Donc toi, Alain, tu vas arrêter à la fin de l'année ton activité. Est-ce que tu peux nous dire à qui les personnes peuvent s'adresser s'ils ont envie? Oui, bien sûr. Donc, on a ici une centrale de réservation sur Tallard qui permet aux gens de venir faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Il faut soit vous allez sur gaptallard.com, tout simplement, le site, soit vous les appelez sur un numéro très facile à retenir, 04 92 5 4 3 2 1 0. Voilà, prêt à décoller. C'est ça. Alors toi, tu as fait plusieurs pays du monde en montgolfière. Tu as beaucoup voyagé. En montgolfière, c'est compliqué parce que c'est une logistique très lourde. Oui. Donc j'ai très peu volé à l'étranger en montgolfière. Par contre, j'ai sillonné le monde avec d'autres appareils. Avec d'autres appareils, oui. Ok. Oui, parce qu'effectivement, il y a la nacelle, on appelle ça une nacelle, un panier, comment ? Une nacelle, oui. Nacelle d'enveloppe. Alors, selon la taille du ballon, une montgolfière, ça commence à 2 passagers, en 2 passagers, et les plus grosses sont jusqu'à 32 places. Donc il faut savoir donc on ne parle pas du même poids. C'est comme entre... on va dire le vélo et le semi-remorque. Donc il y a tous les poids. Mais une montgolfière pour 4 personnes, ça fait quand même 400 kg à déplacer. Donc 400 kg, c'est une logistique un peu lourde. Oui, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Oui, en tout cas, merci. J'ai passé un excellent moment. Super, Merci moment partagé. Merci pour cette interview. Merci.
Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et puis n'hésitez pas à vivre et à oser vivre vos rêves parce que vraiment ça fait un bien fou, ça remplit de joie, puis on fait des rencontres exceptionnelles aussi quand on va vers ce qui nous inspire. On rencontre des personnes qui font ce qui nous inspire aussi et c'est exceptionnel. Puis de rencontrer quelqu'un qui connaît bien, c'est du bonheur quoi. En vol et en haut, quand on est en haut, on est bien guidé et voilà, tu nous as beaucoup partagé un petit peu ton approche et c'était très chouette. Super. Merci à vous, merci à toi Alain. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.